Je vais inviter nos collègues, nos partenaires privilégiés des Tamaris, Tamaya et Tamtam, j'imagine, Monsieur Nissens et Madame Casal, et si je prononce bien, pour un trajet de transition de mise en autonomie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation à la chaire de transition. Nous venons effectivement du secteur de l'aide à la jeunesse, avec une bonne expérience de collaboration et de relais entre le secteur de l'aide à la jeunesse, avec Titeka, avec Erasme, avec les centres de santé mentaux et la psychiatrie, la pédopsychiatrie à Bruxelles. Donc le fait de pouvoir collaborer, pour nous, c'est une force. Et nous avons un projet de prise en charge d'adolescents en grande difficulté, sous mandat du tribunal de la jeunesse ou du service d'aide à la jeunesse. Et depuis longtemps, l'équipe de Tamaris cherche d'autres moyens de réguler les transgressions que par le renvoi. Et donc on a fait une option de non-renvoi pour tenir dans la durée, dans un peu une optique de la continuité du soin. Évidemment, ça demande justement de pouvoir compter sur des partenaires, parce que seul on n'en sort pas. Les partenaires de la famille, les partenaires des centres de santé mentaux, mais d'autres partenaires aussi, les écoles, etc. Nous avons dû modéliser aussi notre pratique pour éviter que tenir dans la durée, ça se retourne contre les intervenants, contre les éducateurs qui n'en peuvent plus, et donc de mettre en place un modèle de thérapie institutionnelle où les relations entre collègues font partie du soin. Je pense que dans beaucoup d'écoles de formation, on est habitué à être formé pour travailler avec les patients, mais beaucoup moins, on apprend beaucoup moins à pouvoir travailler entre collègues, avec des difficultés de gestion de l'isomorphisme, donc de la répétition des dysfonctionnements familiaux vers les dysfonctionnements institutionnels. Notre dernier souci, c'est comment aider des jeunes qui, à 18 ans, ont grandi dans l'aide à la jeunesse, n'ont pas de famille en soutien et se retrouvent à risque de sans-abrisme. Et donc, on modélise une structure de transition vers l'autonomie à partir de 17 ans jusqu'à 23 ans. Marilena nous en parlera. Mais déjà, nous insistons pour que l'autonomie, ce ne soit pas un apprentissage à se débrouiller tout seul. Que l'autonomie soit relationnelle, c'est-à-dire apprendre à réguler les relations de manière comme une danse, où on apprend non pas à fonctionner dans des ruptures à répétition. Comment est-ce qu'on clique là-dessus? Comme ça, voilà. Et donc d'inscrire la possibilité d'apprendre la séparation dès la prise de contact. Alors c'est un peu paradoxal, mais c'est dans l'idée que les jeunes qui ont des troubles sévères de l'attachement souvent basculent sans transition, on parle de transition, de la fusion à la rupture ou de la rupture à la fusion, dans des demandes de contact étouffants, intrusifs, et puis à la première frustration, dans des ruptures radicales, brutales, ce qu'ils ont eux-mêmes connu probablement dans leur parcours. Voilà, alors l'équipe éducative, l'équipe des psychologues, en réunion d'équipe, cherche à mettre ensemble les vécus relationnels dans le contact avec les adolescents, dans une sorte de ce que le docteur Houry disait, une constellation transférentielle où dans les réunions d'équipe, les petits morceaux de relations sont mis ensemble par tous les intervenants pour essayer de reconstituer le puzzle. Voilà, et donc l'effort constant de l'équipe éducative, c'est tout au long de la prise en charge tenter de travailler sur les accordages, comment entrer en relation, et sur les désaccordages, comment sortir de la relation. C'est ces allers-retours dans le contact qui leur a manqué
pour qu'ils puissent se sentir en sécurité, y compris dans un éloignement, dans une séparation, sans perdre le sens de la permanence du lien. Voilà, ça fait référence à la thérapie institutionnelle, à la clinique du contact. Philippe Lequeuche a beaucoup travaillé ça aussi avec Jacques Scott sur la question de travailler la clinique du contact comme un lieu de création d'une base de sécurité fondamentale pour ensuite accéder aux apprentissages. Et donc le travail de l'adulte, disait Étienne de Soie dans son modèle du milieu humain, si le jeune, lui, occupe de manière préférentielle les positions extrêmes de la rupture ou de la fusion, c'est pour l'adulte de préparer progressivement un accordage, entrer en relation de manière progressive et justement pas trop brutale, et sortir de la relation en accompagnement à un désaccordage. Pour certains connaissent peut-être la boucle de l'ambiance d'Étienne de Soie, où la santé mentale, c'est de réussir à circuler harmonieusement sur les 4 positions et pas de basculer d'un extrême à l'autre de manière brutale. Et le travail de l'adulte, c'est d'aller rechercher un jeune qui est loin pour rétablir le contact, ou bien d'anticiper une séparation. Pour les éducateurs, c'est comment on fait pour réveiller un jeune le matin, pour rentrer en contact avec lui. Il y a différents styles. Il y en a qui débarquent dans la chambre, il y en a qui montent avec une guitare. Comment on fait dans son style éducatif pour créer le contact? Comment on fait aussi pour permettre la séparation le soir avant d'aller dormir? Il y a des éducateurs qui racontent une histoire. Il y a des éducateurs qui organisent une tisane du soir, un temps privilégié pour habiter le moment du désaccordement. Et donc il faut du tact pour tout ça, il faut du tact pour sentir la distance suffisamment bonne. Il faut pouvoir se retenir dans son désir de vouloir aider trop vite, une sorte d'élan retenu, disait Jean Houry. Mais il faut aussi parfois un élan vital, une énergie pour rencontrer un jeune qui se cache derrière ses barrières d'indifférence à sa propre souffrance. Il faut du tact aussi pour réagir aux transgressions, sans que ce ne soit toujours un rapport de force, sans que ce ne soit de la représaille. Comment proposer des réponses aux transgressions qui restent dans la bientraitance. Et donc parfois il faut réagir aux transgressions, parfois il ne faut pas réagir à la moindre transgression, il faut sentir quelle est la bonne place pour ne pas être ni dans la dérive de toute puissance, ni dans l'indifférence, et pouvoir alterner les positions dans la relation entre la symétrie, c'est-à-dire exprimer un désaccord, et la complémentarité, c'est-à-dire de pouvoir donner du soin et recevoir du soin. Dans un des exposés ce matin, Benoît, qui est là, je ne sais plus, non, disait qu'il faut demander l'aide aux jeunes. Eh bien ça, c'est prendre une position de complémentarité basse pour laisser une place à l'autre. Et alterner les places, c'est de nouveau circuler dans des positions différenciées qui permettent la relation. Alors même chose au niveau de la création d'une identité, des histoires qu'on se raconte, pouvoir circuler entre appartenance et différenciation, entre synchronie et diachronie. Donc la diachronie, c'est ce qu'on reçoit des générations précédentes et qui se transmet dans le temps. Et la synchronie, c'est ajuster les différentes temporalités du monde des adultes, du monde de la société, du monde des jeunes. Parfois, dans des familles recomposées, il y a des temporalités contradictoires. Après un divorce, parfois les enfants sont encore dans la temporalité de digérer la séparation de leurs parents précédents, et dans la recomposition du ménage, les parents sont dans la temporalité de vouloir aller vite pour reconstruire une nouvelle relation. Et il y a des temporalités qui ne se rencontrent plus.
Alors voilà mon petit schéma que j'aime bien, qui montre les différents niveaux de communication, le niveau de l'ambiance et du sentir, apprendre à sentir la juste distance dans la relation et de pouvoir circuler sans s'arrêter toujours à la même position dans la boucle de l'ambiance. Et au niveau des comportements, donc la pragmatique de la communication nous enseigne l'importance de circuler entre complémentarité et symétrie pour ne pas rester tout le temps ni dans les escalades symétriques, ni dans les complémentarités rigides. Je termine ma petite partie. Et donc la structure de transition vers l'autonomie implique de déjà travailler l'autonomie dès le début, dès la prise en charge, dès la procédure d'admission, chercher des collaborations avec les familles, de montrer aux jeunes que une partie de la prise en charge dans l'hébergement, c'est déjà laisser une place à la négociation, et les jeunes apprennent à formuler une demande pendant la durée de l'aide contrainte, parce que parfois il y a un basculement trop brusque aussi entre la période de placement en hébergement dans les institutions d'aide à la jeunesse, sous contrainte d'une décision de juge, et puis à 18 ans, il devrait apprendre à formuler brusquement une demande d'aide. Comment on fait pour formuler une demande d'aide si on n'a pas précédemment été amené progressivement à pouvoir entrer dans une négociation, construire une confiance, prendre sa place dans les réunions de jeunes, dans les discussions avec la direction, avec l'équipe éducative, pour faire des projets, pour demander quelque chose et négocier une autorisation. Et donc l'autonomie, c'est déjà travailler sur construire une base de sécurité pour qu'on ne tombe pas dans le trou du basculement entre fusion et rupture, parce qu'il n'y a rien qui tient là-dedans. Il n'y a pas de permanence du lien, il n'y a pas de présence dans l'absence, s'il n'y a pas une continuité de circulation sur la boucle de l'ambiance. Et donc l'autonomie se situe déjà là. L'agir autonome, c'est plus facile, hein, c'est apprendre à se donner à soi-même ses propres règles de conduite, mais dans la confrontation à la loi et aux limites de la loi aussi, qu'il faut pouvoir rappeler. Voilà, je vous montre un tout petit aperçu de notre effort de modélisation, et puis on passe maintenant au projet pilote Tam Tam Avenir. Marie-Léna. Merci Grégoire. Bonjour tout le monde. Oups. C'est mieux par là. Donc dans cette deuxième partie, moi je vais vous parler du projet pilote Tam Tam Autonomie, Tam Tam Avenir plutôt, qui a démarré avec une recherche-action en 2018. Je vais dire d'où on vient et où on en est maintenant. Bien, on s'est trouvé confronté face à une problématique et un constat. Comme tout le monde peut le savoir, à 18 ans, les mandats d'aide à la jeunesse s'arrêtent. Les jeunes se retrouvent tout seuls, puisqu'il a été suivi durant plusieurs années avec plusieurs intervenants, et du jour au lendemain, c'est fini, il n'y a plus personne autour de lui. Ils n'ont pas souvent des solutions. Peu peuvent rentrer en famille, et pour la plupart qui rentrent en famille, en tout cas pour les jeunes à la croisée des secteurs, c'est très compliqué et ça se passe souvent mal, et ils se retrouvent souvent dans le sans-abrisme. Face à cette situation, le Tamaris, qui c'est le non-renvoyé au-delà, a prolongé les jeunes au-delà des 18 ans avec des prolongations de mesures d'aide. Et tant et si bien qu'on s'est retrouvé avec 10 jeunes de plus de 18 ans pour lesquels on n'avait plus de subsides, sur 30 prises en charge. Et là, c'est le conseil d'administration qui n'était pas très content, en disant « mais là, ça ne va pas le faire, quoi ». Et donc, on a lancé une recherche-action autour des facteurs, dans la recherche des facteurs qui amélioreraient l'accompagnement des jeunes majeurs pendant, mais aussi après leur passage au sein d'une institution de l'aide à la jeunesse. Donc c'est vraiment une recherche-action qui a été menée à partir du Tamaris. L'objectif, c'était vraiment de questionner ce qui pourrait aider ces adolescents qui ont grandi au sein d'une institution durant cette transition. Du coup, c'est une recherche-action qui a été basée sur la méthode qualitative, bottom-up,
C'est-à-dire que on a construit des questionnaires pour pouvoir faire des entretiens semi-directifs, pour pouvoir explorer le terrain. On a interrogé de nombreux jeunes, des anciens jeunes, le secteur de l'aide à la jeunesse, la psychiatrie, du moins certains services et bien d'autres, de manière à essayer de sortir un diagnostic social pour pouvoir élaborer des pistes de solutions. L'idée, c'était vraiment d'apporter des solutions qui répondent au plus près des besoins des jeunes qui se retrouvent à 18 ans seuls, souvent sans personne. Ce qui est ressorti de manière plus pertinente, je dirais en tout cas, ce qui nous a conduit à mettre le projet Tam Tam en place, c'est qu'à 18 ans, souvent ils se disent quand ils arrivent à 14 ans, à 18 ans, j'ai qu'une idée, c'est de partir parce que je vais être libre de tous les juges, les éducateurs, les institutions, etc. Et puis finalement, quand ils approchent 18 ans, ils se rendent compte que c'est le vide complet, l'inconnu, et donc une anxiété qui grandit, puisque c'est une période qui est très difficile pour eux, puisqu'ils revivent leur traumatisme d'abandon, et donc même ceux qui s'étaient stabilisés finissent par recommettre des transgressions, ils retombent de nouveau dans la destructivité. Ce qu'ils ont pu tous affirmer, c'est qu'ils avaient besoin d'aide après 18 ans, et ce, dans la continuité du lien avec l'équipe, avec les intervenants qu'ils connaissent déjà, avec qui une relation de confiance était déjà installée. Pourquoi ? Parce que ce sont des jeunes qui, quand ils arrivent au Tamaris, ils ont vraiment un parcours qui sont entrecoupés de placements à gauche et droite. Et donc quand ils arrivent et qu'ils finissent par enfin se poser quelque part, le temps passe très vite et ils sont de nouveau mis dehors. Et donc c'est très dur pour eux de quitter cet endroit, du moins c'est ce qu'ils exprimaient. Et donc du coup se dire reconstruire quelque chose avec des nouveaux intervenants, réinvestir une relation de confiance, en sachant que c'est de nouveau éphémère, c'était au-dessus de leurs forces. Aussi, ce qu'ils disent, c'est que ils ne veulent plus raconter leur histoire à nouveau, à de nouveaux intervenants, passer à autre chose, à être à demain et plus rester dans le passé. Ils demandent aussi à être mieux préparés à l'approche de leurs 18 ans, parce qu'ils se trouvent assez désarmés dans l'autonomie, on va dire, plus fonctionnelle. Et parallèlement, les équipes d'éducateurs et les équipes psychosociales peuvent dire en fait, ils sont tellement indisponibles psychiquement durant leur placement, où ça demande tellement d'énergie, comme le disait Grégoire, pour les lever le matin, pour les aider à maintenir un projet de jour, que finalement, il n'y a pas le temps pour autre chose. En tout cas, réfléchir à demain, c'était compliqué. Et aussi, ce dont ils ont besoin, ce qui leur fait vraiment peur, c'est toute la question de la gestion administrative, qui commence à 18 ans aussi, avec notamment une demande d'aide sociale, la gestion du budget, la recherche du logement. Et alors, c'est encore d'actualité avec les jeunes qu'on rencontre maintenant. Ils ont énormément de problèmes dans la gestion du budget, mais le plus dur de ce qu'ils peuvent dire, c'est vraiment la solitude, l'isolement, c'est ce qui est le plus difficile à supporter. On a donc décidé de mettre en place une structure de transition qui permettrait l'accompagnement des adolescents qui ont vécu ou qui vivent au Tamaris et à Tamaya, et ceux de 17 à 22 ans. L'idée, c'est de travailler dans la continuité du lien avec des intervenants qui connaissent déjà. Et donc, une des premières actions de cette recherche qui s'était imposée à nous, c'était de séparer un peu d'abord les espaces. Et on a créé un bureau avenir. Pourquoi ? Parce que ces jeunes qui grandissent et qui sont de nouveau dans la destructivité mettent à mal la relation avec les éducateurs au quotidien à nouveau. C'était important d'avoir un endroit où ils pouvaient de nouveau se poser malgré ce qui se passait au quotidien pour pouvoir parler de demain, parler de leur avenir. Et donc ça nous a semblé vraiment indispensable d'avoir un endroit où on pouvait se poser avec le jeune pour pouvoir construire justement cet avenir. Ensuite, forcément, il fallait aussi séparer les fonctions. Et donc on a 2 travailleurs qui font ça au quotidien et qui reçoivent donc les jeunes pour les aider à préparer leur avenir, l'après du moins. Une des premières choses pour les travailleurs sociaux, pour rester fidèle à notre modèle institutionnel et le travail du lien, et puis pour répondre aussi à la demande des jeunes de travailler dans une continuité avec des personnes qui connaissent déjà, il faut créer du lien. C'est-à-dire que comme on n'est pas dans l'hébergement, ces accompagnateurs doivent aussi connaître les jeunes de la même manière que les autres intervenants.
Et donc, il y a différentes manières de le faire à travers toutes les réunions. Et surtout, c'est les moments les plus importants, ce sont les repas et les moments informels où là, vraiment, il y a un contact et vraiment une relation qui se crée avec les nouveaux venus. Ensuite, on s'est dit, maintenant qu'on a l'endroit, qu'est-ce qu'on va y faire? Et donc, on a décidé en équipe de mettre en place un premier rituel, c'est-à-dire qu'il fallait définir à partir de quel moment on commençait à parler de demain. Et on a décidé en équipe que ce serait le 17e anniversaire. Et donc, le premier rendez-vous au bureau à venir se fait dès le 17e anniversaire du jeune. On le rencontre avec ses référents. Et là, la première chose, c'est de diminuer un peu l'angoisse. Et donc, on essaie de répondre à toutes ces questions, quelles qu'elles soient. Et ensuite, on leur présente un petit peu des possibilités qui sont à sa portée, à sa majorité. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les angoisses remontent très très fort, puisqu'ils revivent leurs troubles d'abandon. Et selon nous, un des moyens de diminuer cette pression, c'est d'ouvrir le choix des possibles, remettre du choix dans ce qui peut se passer après ces 18 ans. Et donc, du coup, la possibilité, une des premières possibilités, c'est qu'à 18 ans, tout s'arrête. Il y en a encore de temps en temps pour qui ça arrive. À 18 ans, il nous dit au revoir, on veut plus d'aide, on en a marre. Et c'est tout à fait possible. Soit ils nous disent qu'ils ont encore besoin d'aide, mais ils ne souhaitent plus être aidés par le Tamaris. Et dans ce cas, on essaie d'activer un petit peu le réseau du sans-abrisme, comme l'accueil Montfort, par exemple, Aide Home ou d'autres. Et dans ce cas, dans les deux cas, les mandats d'aide à la jeunesse s'arrêtent. Pour les autres, on peut activer, le jeune peut activer à la demande une prolongation des mesures de prolongation. Pourquoi faire? Pour certains, c'est pour un retour en famille, par exemple. Ils disent qu'ils ont envie d'essayer, ils savent que ça va être difficile, mais ils veulent retenter une dernière fois. Et en fait, l'idée, c'est de garder le Tamaris en parachute. C'est-à-dire que si ça se passe mal, on continue, nous, de toute façon, à travailler avec le jeune et avec les parents. Et à la fois, parce qu'on a déjà eu le cas, avec un jeune qui s'est retrouvé à la rue, on avait une place, il a pu réintégrer, malgré sa majorité, l'institution. Et là, on a reconstruit un autre projet, par exemple. Ça les sécurise très fort d'avoir le Tamaris en parachute, même s'ils ne sont plus en hébergement. Ensuite, il y a aussi la prolongation en hébergement, c'est-à-dire qu'ils restent dans l'hébergement après leurs 18 ans. Les raisons, généralement, c'est pour terminer une année scolaire, pour mettre de l'argent. Souvent, c'est sur cette raison-là qui revient souvent, c'est mettre de l'argent de côté pour pouvoir partir en appartement et après encore être suivi par nous et plein d'autres situations. Ensuite, il y a aussi la situation administrative, c'est-à-dire qu'il y a certains jeunes qui voudraient partir en appartement, mais comme toutes les démarches administratives ne peuvent se faire qu'à partir de 18 ans, ils demandent une prolongation très courte, et dans l'idée de pouvoir partir au plus vite en appartement, mais toujours avec un suivi du Tamaris. Ensuite, une fois qu'on a proposé un peu tout ce panel, ce panel pas très élaboré, mais ce panel de choix, le jeune peut réfléchir à ce qui serait le mieux pour lui. Et donc, quand il revient la deuxième fois, on construit ensemble une demande, on l'aide à formuler une demande, puisque quand on passe de la contrainte à la demande, comme le disait tout à l'heure Grégoire, c'est très compliqué. On a toujours décidé pour eux, et puis du jour au lendemain, on dit tiens, qu'est-ce que tu veux maintenant? Voilà, c'est difficile, et donc on l'aide on essaye de construire avec lui ce qui lui sera plus favorable en fonction de ce qu'il a envie. Ensuite, on voit avec ses référents aussi un peu toutes les difficultés qu'il pourrait rencontrer s'il devait se retrouver en appartement. Et donc, c'est un peu tous les différents thèmes qui reviennent systématiquement. Tout tourne autour du budget, du réseau, l'hygiène, la santé. Le budget est un des plus importants, et administratif aussi d'ailleurs. Et c'est un peu le fil conducteur, et grâce à tout ça, on va pouvoir élaborer un travail à partir de 6-17 ans jusqu'à 6-18 ans, et même après. Pour répondre un peu à la problématique de l'isolement que les jeunes rencontrent, on a eu l'idée de développer un relatiogramme, dans ce sens que cet objet flottant où on peut mettre en lumière tous les intervenants qui sont autour du jeune, de manière à pouvoir aller puiser des ressources
quand il en aura besoin. Notamment par exemple les familles. On s'est rendu compte qu'après les 18 ans, même si c'était difficile avant de collaborer avec certaines familles, quand il y a eu le passage de la majorité, la famille s'est retrouvée plus disponible pour leur enfant. Comme si la pression du mauvais parent avait été soudainement ôtée et que là maintenant ils pouvaient devenir de nouveaux acteurs dans l'accompagnement de leur enfant. Et donc on les invite, et alors l'idée c'est que ce qu'on dit aux jeunes, c'est pas parce que tes parents ne peuvent pas te réaccueillir qu'ils ne peuvent pas t'aider et te soutenir différemment dans ton autonomisation. Et donc on construit ensemble avec la famille la manière dont les parents pourraient éventuellement intervenir. Le relatiogramme, ça permet aussi de mettre toutes les autres personnes que les parents, la famille élargie, le réseau d'amis, vraiment toutes ces personnes ressources vers qui on pourrait se tourner quand il y a vraiment un petit coup de mou ou peu importe. Hein. Alors quelques chiffres depuis qu'on a lancé la recherche-action. On a plus ou moins 64 jeunes qui sont concernés par notre projet pour l'instant. Pour l'année écoulée, on a été sollicité par 20 jeunes en dehors des mandats de l'aide à la jeunesse, quand même, ce qui est quand même pas mal. Et durant la même période, on a accompagné 13 jeunes de 18 à 20 ans, dont 11 de 17, et on en avait aussi 2 de 17 ans qu'on suivait en appartement. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue et que je n'ai pas dépassé les temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. On voit bien comment les membres de votre équipe s'orchestrent ensemble avec tact, avec humanité autour des jeunes qui vont progressivement rentrer en autonomie. Merci beaucoup pour votre éclairage.